En hiver 1982, un brillant adolescent noir disparut. Puis une équipe de démolition força le cadenas d'une chambre froide au sous-sol. Ce qu'ils y découvrirent n'était pas un corps. C'était une impossibilité. C'était un secret vivant, un cauchemar qui allait redéfinir le mal pour toute la ville. Avant de commencer, merci de regarder cette vidéo. Dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. C'est très important pour moi de savoir que vous êtes là. Nous vivons cette histoire ensemble. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Dans une ville de fantômes comme Youngstown, dans l'Ohio, il était facile pour un garçon de devenir l'un d'eux. Les aciéries le long de la rivière Mahoning n'étaient que plus que des squelettes. Leurs os de fer rouillaient sous un ciel perpétuellement gris, et l'économie était déjà un cadavre, sa sève vitale évaporée avec les dernières coulées d'acier en fusion. L'hiver 1982, la décrépitude de la ville était un froid si profond qu'il pénétrait jusqu'aux os, un compagnon usant, omniprésent, comme le désespoir silencieux qui flottait dans l'air tel un résidu industriel. Mais pour André Dreux Sinclair, 16 ans, ce froid n'était qu'une condition de l'atmosphère, une variable extérieure insignifiante face au feu thermonucléaire de la curiosité qui brûlait en lui sans relâche. André était un prodige, un fait que sa mère reconnaissait avec une foi inébranlable, et que ses professeurs admettaient avec un mélange d'admiration et de perplexité. Son esprit fonctionnait sur un autre plan, celui des lois élégantes et immuables qui régissent l'univers. Alors que ses camarades de lycée se perdaient dans les drames éphémères des matchs de football, des premiers amours et des fêtes du week-end, André était absorbé par le langage cosmique de la chimie. Sa petite chambre, méticuleusement organisée, était un sanctuaire de science, un laboratoire de fortune rempli de verres de seconde main, de manuels de l'université de Warren achetés pour 25 cents lors de soldes en bibliothèque, et une odeur à la fois piquante et étrangement réconfortante d'ozone et de solutions titrées. Il ne rêvait pas de fuir Youngstown, un objectif à la fois trop simple et trop limité. Il rêvait de comprendre les fondements mêmes de l'existence, de percer les secrets murmurés dans la danse mathématique et silencieuse des éléments et des composés. Sa mère, Eleanor, couturière dans l'une des rares usines textiles encore en activité, était une femme faite de force tranquille, ayant survécu à bien des épreuves. Elle voyait le génie de son fils non comme un simple don, mais comme une mission sacrée. C'était son billet pour un monde au-delà des cheminées fumantes et des soupirs résignés de la vallée sidérurgique. Un monde qu'il construirait lui-même, atome par atome. Avec une dévotion silencieuse mais farouche, elle alimentait sa passion, mettant de côté les quelques dollars qu'elle pouvait arracher à son maigre salaire pour lui acheter des kits de chimie, des livres et parfois un morceau de verrerie spécialisée qu'il avait encerclé dans un catalogue, son désir transparaissant dans l'encre. Un soir, elle l'observa à son bureau, un crayon derrière l'oreille, les sourcils froncés de concentration, alors qu'il traçait une molécule organique complexe. « Qu'est-ce que tu construis là-dedans, Dre ?» demanda-t-elle doucement depuis l'encadrement de la porte. Il leva les yeux, ses yeux brillants d'une passion qui lui coupa le souffle. « Tout, maman, répondit-il. J'essaie juste de comprendre les instructions. » Mais sous sa fierté immense, elle s'inquiétait. Son inquiétude était un bourdonnement constant, une fréquence dissonante sous la belle musique de l'esprit de son fils. André était un adolescent noir brillant dans une ville où l'ordre établi était fragile, fondé sur des préjugés non remis en question et des tensions raciales latentes. À Youngstown, l'ambition d'un garçon comme lui pouvait être perçue non comme une promesse, mais comme une menace. Un défi à une hiérarchie qui voulait que les lignes restent bien tracées. Elle l'observait marcher vers la bibliothèque, son sac lourd de livres, le cœur gonflé de fierté, mais noué d'une peur indicible pour le monde impitoyable qu'il devrait affronter. La curiosité intellectuelle d'André, frustré par un programme scolaire qu'il jugeait rudimentaire et lent, trouva un exutoire inattendu et fatidique en la personne de M. Silas Croft. Croft était le propriétaire reclus et âgé de Croft's Quality Meats, une boutique poussiéreuse et en déclin, nichée dans une ruelle oubliée près de Federal Street. Les vitres étaient les crasseuses, l'enseigne peinte était devenue l'ombre pâle de son lustre d'antan. C'était un excentrique local, un fantôme hantant la carcasse d'une entreprise familiale
autrefois respectable. Des décennies auparavant, il avait été le docteur Silas Croft, un brillant chimiste et philosophe dans une université prestigieuse. Mais un scandale aussi spectaculaire que discret, impliquant des expériences contraires à l'éthique et un mépris flagrant pour les protocoles établis, l'avait réduit à néant. Sa carrière brisée, il s'était retiré dans l'ancienne boucherie familiale, un lieu d'odeur de sang et de sueur, devenant l'ombre de lui-même. Son génie s'était transformé en une philosophie obscure et obsessionnelle. En André, Croft vit un esprit frère, une intelligence suffisamment aiguisée pour être taillé en quelque chose de vraiment exceptionnel. Leurs échanges évoluèrent lentement, un processus de manipulation soigneusement déguisé en dialogue intellectuel. Au début, ce n'était rien que des bavardages lorsqu'André venait acheter du bœuf haché. Puis, les conversations s'allongèrent. Croft s'appuyait sur le comptoir, les yeux brillants, et parlait non seulement de science, mais aussi de philosophie, de la décadence du monde, de la société comme agent corrupteur et de la nécessité d'une pureté esthétique pour atteindre une véritable compréhension. « La science mesure la cage, mon garçon », lui dit Croft un jour. « Mais la philosophie te tend la clé. Et cette clé, c'est le renoncement. » Pour André, qui se sentait intellectuellement étouffé, Croft était une figure fascinante, un génie incompris, rejeté par un monde trop heureux pour embrasser sa vision. La boutique du vieil homme, avec son odeur de fer et de désinfectant, devint un étrange sanctuaire. Voici quelqu'un qui non seulement répondait à ses questions, mais en posait de nouvelles, plus profondes, sur la nature même de l'existence. Un après-midi glacial de décembre, Croft fit sa proposition. Il s'essuya lentement les mains sur son tablier taché de sang, un geste à la fois banal et rituel. « Les choses dont je parle, fiston, ce ne sont pas que des théories, dit-il d'une voix basse et confidentielle. Le monde est malade, rongé par la sensation et le sentiment. La science ne fait que mesurer la fièvre. Mais on peut être purifié, on peut être perfectionné. Cela demande de la discipline, une séparation totale d'avec les influences corrompues du monde. J'ai un endroit en bas, un lieu d'étude, de contemplation, un endroit où un esprit comme le tien pourrait être affûté jusqu'à la perfection. Je pense que tu es l'un des rares à pouvoir comprendre. » Pour André, ces mots furent comme une clé tournant dans une serrure qu'il ignorait avoir. La chance d'apprendre auprès d'un homme au regard si profond, fût-il excentrique, était une invitation irrésistible. Cet après-midi-là, il rentra chez lui, le cœur battant. Il trouva sa mère en train de raccommoder une chemise. « Maman !» commença-t-il en tentant de garder sa voix posée. « Monsieur Croft, de la boucherie. Il m'a invité chez lui pour une session de mentorat. Il veut me montrer une partie de son travail philosophique, un endroit qu'il a aménagé pour étudier. » Eleanor s'interrompit, l'aiguille suspendue dans l'air. Une inquiétude sourde l'envahit face à cet homme étrange aux yeux hantés et aux rumeurs qui s'accrochaient à lui comme des toiles d'araignée. Cet homme me donne la chair de poule. Dreur. Mais la fierté dans la voix de son fils, sa soif de savoir, était indéniable. Son garçon brillant reconnu par un véritable érudit, aussi déchu soit-il. Comment aurait-elle pu s'opposer à cela? « D'accord, dit-elle, sa voix s'adoucissant. « Sois prudent et rentre pour le dîner, à 19h tapante. »« Promis, répondit-il en l'embrassant sur la joue. Il arriva à la boucherie juste au moment où le crépuscule s'installait, projetant de longues ombres squelettiques. Croft l'accueillit avec un rare sourire, mince et glacé. « Tu es venu ?» dit-il. « Bien, la purification n'attend personne. » Il conduisit André derrière le comptoir, jusqu'à une porte lourde et renforcée qui menait au sous-sol. « Prépare-toi à voir la vérité, » murmura-t-il en déverrouillant la porte. L'air qui s'échappait du sous-sol était froid et humide. Croft le guida au-delà d'anciens équipements, vers un coin reculé de la cave, où une seconde porte, encore plus massive, était incrustée dans le béton, parfaitement dissimulée. « Le vrai travail se fait ici, un lieu de silence absolu, » dit Croft en ouvrant la porte. André ressentit soudain un puissant frisson de peur. Quelque chose clochait. La pièce au-delà n'était qu'un puits de ténèbres. « Je devrais rentrer, » dit André, faisant un pas en arrière. « Ma mère... »« Ta mère fait partie de la maladie, » répondit Croft d'une voix soudain glaciale, dénuée de toute chaleur. « Tu te méprends. Tu n'es pas ici pour un cours. » Ses yeux, désormais froids et plats, se figèrent dans ceux d'André. «
Tuer le cours. Avant qu'Andre ne puisse fuir, Croft bougea avec une rapidité qui défiait son âge. Un chiffon imbibé d'un produit chimique puissant, au parfum doux et entêtant, fut pressé fermement contre son nez et sa bouche. Le monde d'Andre se dissout dans un vertige suffocant. Ses membres devinrent lourds, ses pensées fragmentées. Sa dernière pensée consciente fut pour sa mère, pour ce dîner auquel il ne rentrerait jamais, et pour le joyeux tintement d'une clochette. Il était entré dans une boucherie silencieuse en quête de savoir. Il y trouva un monstre dans une tombe. Le silence qui suivit la disparition d'Andre Sinclair ne fut d'abord que celui d'un adolescent en retard pour le dîner. Mais à mesure que la soirée d'hiver s'assombrissait, que l'horloge sur la cheminée dépassait 19 heures, puis 20 heures, puis 21 heures, l'inquiétude maternelle d'Éléanore Sinclair se transforma en une peur froide, dure, nouée dans ses entrailles. André était méticuleux avec le temps, responsable. Il n'était jamais en retard sans prévenir. Elle décrocha le lourd téléphone rotatif et composa le numéro de Croft Quality Meats, son cœur battant contre ses côtes dans un rythme effréné et irrégulier. Le téléphone sonna encore et encore, une sonnerie stridente et sans réponse dans la boutique vide. À 22 heures, les mains tremblantes au point qu'elle avait du mal à tourner le cadran, elle appela la police. La réponse fut lente, entravée par la nuit tombante et par une lassitude procédurale courante dans une ville où les vraies urgences étaient rares et où la plupart des appels concernaient des disputes domestiques ou des plaisanteries d'adolescents. Deux agents, leurs visages marqués par l'ennui d'un long service, furent finalement envoyés. Ils trouvèrent la boutique de Croft fermée et sombre. Ils frappèrent à la porte, leurs coups résonnant sans réponse dans la rue déserte. De l'extérieur, cela ressemblait à n'importe quel autre commerce endormi sous une fine couche de givre. Lorsqu'ils interrogèrent enfin Silas Croft dans son appartement faiblement éclairé, au-dessus de la boutique, il incarnait le vieil homme inquiet, légèrement confus. Il ouvrit la porte vêtu d'un cardigan usé, les lunettes glissant sur son nez. « Le garçon Sinclair, Andra, dit-il, la voix tremblante. « Oh oui, un jeune homme brillant, un vrai prodige. Nous avons eu une merveilleuse discussion sur la philosophie et les limites de la science. Il était là plus tôt, oui. » Croft fit une pause, se frottant le menton avec une expression de préoccupation réfléchie. « Mais il est parti il y a des heures. Avant 17 heures, je dirais. Il semblait agité, excité par une idée nouvelle. Il parlait à toute vitesse. Les agents attendaient, stylo en main. Croft se pencha, sa voix chutant dans un ton confidentiel, le manipulateur expérimenté semant sa graine. « Vous savez, ajouta-t-il, une touche d'inquiétude savamment jouée dans le ton, le garçon était brillant, mais intense. Imprudent même. Il me parlait souvent de ces livres d'alchimie étranges qu'il lisait. Il poussait les limites de la chimie. Il m'a montré des schémas d'expérience franchement dangereuses. Je l'ai mis en garde contre le mélange de produits chimiques sans supervision. Il avait une étincelle, mais incontrôlée. J'espère qu'il ne s'est pas mis en danger tout seul. Ce fut un mensonge magistral, insidieux, livré avec l'autorité calme d'un universitaire chevronné. Une graine de doute plantée dans un terreau fertile. Cela peignait Andre non pas comme une victime, mais comme l'agent de sa propre disparition. Cela offrait à la police un récit pratique, autonome, qui ne nécessitait qu'une enquête minimale et correspondait à leurs préjugés. Quand les deux détectives en charge, des vétérans fatigués par la lente agonie de Youngstown, rencontrèrent enfin Éléanore le lendemain, ils apportèrent avec eux ce poison. Ils s'assirent dans son salon impeccable, leur présence semblant rétrécir la pièce. « Madame Sinclair, dit le détective principal, un certain Harris, avec un ton mêlant sympathie et accusation feutrée. Nous savons que votre fils s'intéressait beaucoup à la chimie. Monsieur Croft nous a fait part de ses inquiétudes quant à certaines idées avancées que votre fils explorait seul. C'est un génie, répondit Éléanore, la voix vibrante de fierté, sans comprendre encore le piège qu'on lui tendait. Ses professeurs disent qu'il pourrait devenir un grand scientifique un jour. Un docteur même. Bien sûr, acquiesça Harris en échangeant un regard rapide avec son collègue. Mais le génie peut être imprudent. On voit ça parfois. Les jeunes mettent la main sur des produits chimiques. Ils installent des petits labos dans leur sous-sol ou dans les bois, et les choses tournent mal. Une explosion accidentelle, une réaction toxique. C'est tragique, mais ça arrive. L'insinuation resta suspendue dans l'air, épaisse et étouffante.
André n'avait pas disparu à cause d'un acte criminel. Il avait disparu à cause de sa propre intelligence noire, son ambition devenue, dans leurs esprits, un défaut dangereux. Il n'était pas une victime à retrouver, mais un problème qui s'était probablement résolu lui-même. Les protestations d'Éléanore, sa défense passionnée du caractère réfléchi et responsable de son fils, furent accueillies par des hochements de tête apaisants et des soupirs compatissants qui ressemblaient à des tapes sur la tête. Il ne la voyait pas comme une source d'information, mais comme une mère en deuil dans le déni, un obstacle prévisible à la clôture d'un dossier. La fouille, quand elle eut enfin lieu, fut une farce tragique. Ils effectuèrent une inspection sommaire de la boucherie de Croft. Dans la cave, Croft expliqua les vieux équipements étranges, comme des reliques de ses jours à l'université. Il fit un geste vague vers le mur du fond. Juste du stockage par là. Vieux fondation. Dangereuse, dit-il d'un ton désinvolte. Un inspecteur municipal m'a dit, il y a des années, de ne pas y aller. Risque d'effondrement. Les agents, désintéressés par une cave en ruine et déjà convaincus que le garçon s'était enfui ou avait causé sa propre perte, ne regardèrent pas plus loin. Ils ne remarquèrent jamais les joints d'une porte habilement dissimulée, enduite et vieillie pour se fondre parfaitement dans le béton environnant. Dans une tentative désespérée pour obtenir un indice, Eleanor se rendit elle-même à la boutique 2 jours plus tard. Elle trouva Croft derrière le comptoir, en train de nettoyer une trancheuse à viande. Il leva les yeux, son visage figé dans un masque de tristesse. « Madame Sinclair, dit-il en posant son chiffon, je suis tellement désolé. Je prie chaque jour pour son retour sain et sauf. Sa prestation fut parfaite. Il parle de son admiration pour l'esprit d'Andre, de ses inquiétudes face à son imprudence. Il était comme un jeune Icare, déclara Croft, les yeux embués, si avide de voler. J'ai bien peur qu'il n'ait volé trop près du soleil. » Eleanor quitta la boutique le cœur lourd et l'esprit embrouillé. Ces monstres feignaient la compassion, un venin plus insidieux que l'indifférence de la police. L'affaire fut classée sans suite en quelques semaines. Dossier officiel d'Andre Sinclair mis au placard. Sa mémoire ternie. 2 fois, Eleanor avait perdu son fils. D'abord par sa disparition, puis par cette méchante contre-vérité qui avait effacé son véritable caractère pour lui substituer une fable que la ville préférait croire. Les 11 années suivantes furent pour Eleanor Sinclair une lente et glaciale traversée d'un paysage de deuil. Le monde continuait de tourner, les saisons défilaient, mais elle restait prisonnière du froid étouffant de l'hiver 1982, sa vie rythmée par le profond silence qui avait avalé son fils. Elle laissa intacte la chambre d'Andre. Pas un sanctuaire, plutôt un testament, un refus silencieux et obstiné d'accepter la version officielle. Ses livres de chimie trônaient sur l'étagère, leurs tranches intactes en attente de son retour. Ses dessins inachevés de fusées et de molécules complexes étaient toujours épinglés sur le panneau de liège au-dessus du bureau. Parfois, tard dans la nuit, quand la maison était immobile et que l'absence pesait le plus, elle s'asseyait dans sa chaise, caressait du bout des doigts la surface lisse et froide du bureau, cherchant un écho de sa présence. Son deuil était une veillée solitaire. Amis et famille, d'abord si présents, s'épuisèrent face à une douleur sans issue, sans tombe à visiter, sans point final. Leurs conseils bien intentionnés mais blessants devinrent une litanie. Tu dois avancer, Eleanor. Tu dois accepter ce qui est arrivé. Il ne voudrait pas te savoir ainsi. 5 ans après la disparition, elle tenta en vain de rouvrir le dossier. Elle se rendit au commissariat de Front Street, serrant dans une petite boîte les médailles de la foire scientifique d'André, comme preuve de son caractère. Un nouveau détective sortit le maigre dossier poussiéreux, le feuilleta, soupira et lui assura qu'il n'y avait rien de neuf. Elle se retrouva seule, abandonnée dans sa quête de vérité. Parfois, elle croisait Silas Croft en ville. Il avait fermé la boucherie 1 an après la disparition, invoquant son grand âge, mais vivait toujours dans l'appartement au-dessus, silhouette recroquevillée, errant dans l'épicerie du coin. Il lui adressait parfois un hochement de tête dans une allée de conserve, un geste plein de ce qui semblait être de la pitié, une tristesse partagée entre les 2 dernières personnes à s'inquiéter pour le garçon. Sa simple vue lui nouait l'estomac d'un haut-le-cœur, un monstre caché en plein jour, protégé par l'indifférence de la ville et les préjugés racistes de la police. Pendant ce temps, à quelques rues de là, dans un tombeau de silence et de saleté, Andre Sinclair existait toujours.
Son univers se résumait à une boîte de béton de 3 mètres sur 3, dissimulée derrière le mur du sous-sol de la boucherie. Sans fenêtre, la seule lumière provenait d'une ampoule nue suspendue au plafond, son faible halo jaune commandé par un interrupteur à l'extérieur. L'air y était épais, stagnant, chargé de l'odeur du béton humide, de moisissures noires et de la misère humaine. La moisissure formait une tapisserie vivante de décomposition, s'étendant sur les murs en traînées de verre sombre, ourlés de rouille, évoquant des taches de sang. L'odeur persistante de fer et de désinfectant de la boucherie se mêlait à celle, fétide, du vieux bâtiment, offrant un camouflage sinistre à l'horreur scellée derrière ses murs. Dans un coin, un matelas mince et taché reposait à même le sol, ressort brisé, tissu dégageant un relent aigre de sueur et de désespoir. Voilà son lit. Dans un autre, un seau exhalait une puanteur ammoniacale. Ses toilettes, vidées une fois par jour par Croft. Ses vêtements, haillons et limés, étaient là les mêmes que le jour de son enlèvement. Grettes de crasse accumulées, des griffures gravées dans la première année de captivité, avant que l'espoir ne meure complètement, marquaient le mur près de la porte dissimulée, un relevé désespéré et vain des jours passés, devenu monument de sa volonté brisée. Cette pièce était le creuset de l'œuvre de toute une vie pour Croft, l'effacement total d'une âme humaine. Pendant 11 ans, il mena son expérience. André avait l'interdiction de prononcer son nom. S'exprimer valait châtiment, jour d'obscurité et de jeûne. Croft l'appelait « le trouvé ». La personne que tu étais, André Sinclair, est le produit d'un monde malade et mourant. Sa voix sèche résonnait dans la petite pièce au gré des leçons quotidiennes, délivrées à travers une grille dans la porte. Tu es l'accumulation de données vaines, de sentiments mensongers, d'attachements corrupteurs. Une maladie. Nous te tuons, trouvé, pour qu'une pureté naisse des cendres. Au début, André résistait. Il s'accrochait aux souvenirs de sa mère, de sa chambre, de la table périodique, qu'il récitait dans l'obscurité pour maintenir son esprit en éveil. Mais Croft, patient, privé de nourriture, ou plongera la pièce dans l'obscurité totale pendant des jours, jusqu'à ce que l'esprit d'André, affamé de tout stimulus, se déchire. Il diffusait des enregistrements de sa propre voix, murmurant des fragments philosophiques sur le vide et la non-existence. Lentement, douloureusement, le conditionnement fonctionna. Les souvenirs devinrent source de douleur, punition. L'image de sa mère provoquait des crampes de faim. Le souvenir de la lumière du jour suscitait la terreur des ténèbres. Il apprit à les refouler, à les enterrer dans un repli silencieux. La table périodique se dissout en un amas de lettres sans sens. Son propre nom devint un son prohibé. Son esprit, jadis moteur brillant de logique, fut méthodiquement démantelé, ne laissant qu'un fantôme terrifié et apathique, vivant pour la maigre pitance que Croft lui accordait en l'absence de punition. À l'étage, un boucher entretenait sa boutique. En dessous, un monstre travaillait à son chef-d'œuvre. En hiver 1993, 11 ans après l'enlèvement d'André, le monde extérieur fit irruption avec la brutalité d'une pelleteuse. Le bâtiment délabré abritant Croft's Quality Meats et son tombeau secret céda enfin à l'inévitable. La ville de Youngstown, dans un effort tardif pour lutter contre la dégradation urbaine, déclara la structure insalubre et prête à démolition. Un avis formel de ordre de condamnation et démolition imminente fut affiché sur la porte vitrée et crasseuse de la boutique. Silas Croft, désormais fin septuagénaire de plus en plus fragile, décrocha la feuille manuscrite. Ses mains tremblantes la détachèrent du verre. Il lut ces mots. Avis de condamnation et démolition imminente. Il ne ressentit pas la panique, mais un sinistre sentiment de résolution. Ce monde ignorant et décrépit venait détruire son sanctuaire, interrompre l'œuvre de toute une vie. Il y vit un signe, une échéance cosmique. Le processus devait être accéléré. L'étape finale devait commencer. Ce soir-là, il descendit au sous-sol et désenchaîna la porte dissimulée. L'air fétide et racile envahit, parfum familier. À l'intérieur, la silhouette sur le matelas remua à peine. Le jeune homme, devenu un homme de 27 ans, paraissait cependant immuable et frêle dans la pénombre. Créature pâle aux grands yeux vides. Ses longs cheveux étaient emmêlés de crasse, sa barbe clairsemée.
Trouvé, lança Croft d'une voix nouvelle, solennelle, tranchant sur le bourdonnement habituel. La silhouette leva les yeux, expression absente. Notre temps dans le sanctuaire touche à sa fin. Le monde extérieur, dans son ignorance maladroite, veut détruire notre œuvre, mais tout est prêt. Toi, tu es prêt. Croft fit un pas en avant, son ombre s'étendant sur le jeune homme. Pendant 11 ans, nous avons travaillé à purger le vaisseau, à l'ôter de la maladie, du souvenir et du moi. Nous avons atteint la pureté, et maintenant vient ton couronnement, l'apothéose finale. Dans 5 jours, tu seras libéré de la chair. Tu deviendras partie d'un tout supérieur, une essence ultime et immaculée. Il évoquait cet abominable égorgement rituel avec un langage voilé de philosophie. Mais pour la première fois en une décennie, un mot traversa le brouillard mental d'Andreu tel un coup physique. L'idée même d'une fin agissait comme un éclair sur son âme assoupie. Elle contourna des années de conditionnement et frappa un lieu profond et primitif. Avec le concept d'une fin, revint la mémoire d'un commencement. Une image sensorielle vive l'envahit soudain. Non pas un raisonnement complexe, mais une pure sensation. L'odeur sucrée du cobbler aux pêches de sa mère, posée à refroidir sur le rebord de la fenêtre, un après-midi d'été. La chaleur du soleil caressant ses bras, si réel, si puissant, qu'il émit un hoquet rauque de douleur et d'émerveillement. Et avec l'odeur vint un nom dont il avait été puni à la simple évocation. Un mot tantôt prière, tantôt blessure. Éléanore. Ce nom fut la clé. Il libéra une cascade d'images fragmentées, la lumière du soleil traversant le carreau de sa chambre, frappant le verre d'un bécher, la sensation lisse d'une page de manuel sous son pouce, le son de son propre rire, franc et libéré. Ses souvenirs n'étaient pas les spectres douloureux qu'on lui avait appris à craindre. Ils étaient chaleureux, ils étaient réels, ils étaient lui. Il n'était pas trouvé, il était André. La prise de conscience lui insuffla une terreur si profonde qu'elle se confondit avec un désir de vivre. Ses yeux, redevenus vifs, parcoururent la pièce crasseuse. Il ne vit plus un foyer, mais une cage. Les murs tachés, la moisissure suintante, le sceau, la porte lourde et inébranlable. Là où Croft vantait la libération, Andreu vit un monstre. Le compte à rebours de 5 jours n'était pas une promotion, mais une condamnation à mort. Un nouveau sentiment, qu'il n'avait pas éprouvé depuis 11 ans, brûlait désormais en lui. La rage. Faible lueur, mais lueur quand même. L'expérience n'était pas terminée. Le sujet se réveillait. Pendant 3 jours, Andreu joua le rôle du prisonnier brisé, apathique lors des visites quotidiennes de Croft. Mais dès qu'il se retrouvait seul, il redevenait André, son esprit d'ingénieur scrutant sa cellule. Les murs étaient en béton massif, la porte impénétrable. Il était faible, les muscles atrophiés. Le désespoir était une couverture glacée. Mais sous elle, la flamme de la terreur brûlait. Le 3e jour, un grondement profond secoua le bâtiment. D'abord lointain, puis plus près, le râle des engins de démolition. Des travaux préliminaires avaient commencé sur le pâté de maisons adjacent. La vibration, transmise par la terre et le béton, fit trembler la tombe d'Andre. Ce tremblement fut en même temps un catalyseur. Près de l'endroit où se trouvait le sceau, des années d'humidité acide avaient corrodé le béton. Le chantier délogea un petit caillou de la taille d'un poing. L'espoir, sensation si étrangère qu'elle en était douloureuse, l'imprégna. Il avait un outil, une chance. Il attendit la nuit, lorsque la lumière serait coupée, puis se mit au travail. Sans fracas, il tapa méthodiquement, rythmant ses coups. Il frappait la pierre contre le cadre métallique de la porte dissimulée. Clang, clang, clang. Un son faible mais aigu, un message en bouteille jeté dans un océan de silence. 2 jours plus tard, soit 4 jours avant l'apogée annoncé, Maria Flores, inspectrice junior du service d'urbanisme, arriva pour sa visite de clôture. Lasse de recenser la décrépitude urbaine, mais consciencieuse, elle prenait des notes dans la boutique poussiéreuse, lorsqu'elle perçut un bruit irrégulier et rythmique. Clang, clang, clang. Elle fronça les sourcils, d'abord persuadée qu'il s'agissait d'une canalisation mal fixée, mais le rythme était trop précis. Elle descendit l'escalier grinçant, contrariée mais tenue par son devoir. Dans le sous-sol, le son était plus net, venant du mur du fond. « Inspectrice de la ville » appela-t-elle, et le silence tomba aussitôt.
Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas normal. Suivant le protocole, elle recula et appela la police pour signaler un possible squatteur. 2 agents arrivèrent et trouvèrent Silas Croft à l'avant. Il se montra avenant et contrit. « Ah, ce bruit! Des rats, je crains. Gros rats. Fléau de ces vieux bâtiments. » « Il faut quand même vérifier, » insista Maria. « Je l'ai entendu clairement. Ce n'est pas un animal. » À contre-cœur, les officiers descendirent au sous-sol, Croft traînant derrière eux un air de résignation feinte. Maria désigna le mur du fond. « C'est par là que ça vient. » L'agent Peterson frappa le béton. Il s'arrêta, son visage se durcit. Il frappa de nouveau. L'endroit sonnait creux. Passant la main sur le mur, il sentit une fine jointure savamment dissimulée. La porte. « Qu'est-ce que c'est, monsieur Croft ?»« Du vieux stockage, » répondit-il négligemment. « La porte est rouillée, impossible à ouvrir, mais... » Peterson remarqua des griffures fraîches autour du cadre. Avec son partenaire, il coinça un pied de biche et tira. Dans un gémissement de métal torturé, la porte céda, s'ouvrant sur une poche d'obscurité. Une vague d'air infect s'échappa, les faisant reculer. Le projecteur de Peterson dessina l'intérieur. Un matelas taché, un seau crasseux, puis une silhouette pâle et squelettique recroquevillée contre le mur, se protégeant les yeux de la lumière. C'était un homme, maigre comme un clou, cheveux emmêlés, barbe longue. Ses yeux exprimaient une terreur archaïque. Dans sa main, il serrait toujours un caillou. « Mon Dieu !» murmura Maria, la main couvrant sa bouche de stupeur. Croft fut immédiatement arrêté. Tandis qu'il conduisait le clignotant Louis Sinclair vers la lumière du sous-sol, l'agent Peterson éprouva un malaise profond, bien au-delà de l'horreur de la scène. Il y avait dans sa structure osseuse quelque chose d'étrangement familier. Une lueur de reconnaissance qu'il ne pouvait situer. La découverte d'un John Doe, retenu captif pendant un nombre d'années inconnues, provoqua une onde de choc dans toute la ville. Une histoire si grotesque qu'elle en défiait la crédulité. La victime, incapable de s'exprimer clairement et terrorisée par la lumière, le bruit et le contact humain, fut transportée d'urgence à l'hôpital. C'était une énigme médicale et psychologique. Un homme dont l'esprit semblait être une scène de crime, aussi horrible que la pièce où on l'avait trouvé. De retour au poste, l'agent Peterson n'arrivait pas à chasser l'image de ce visage. Il rédigea son rapport sur l'arrestation de Silas Croft pour enlèvement et coups et blessures non volontaires. Mais la victime restait un inconnu, un John Doe. Plus tard dans la soirée, alors qu'il relatait ces détails inquiétants au brigadier de permanence, un vétéran nommé McCallum, il mentionna l'âge approximatif de la victime et l'emplacement de la boucherie. McCallum s'arrêta, leva les yeux de ses papiers et grogna. « La boucherie Croft, rue Fédérale. » Ça me dit quelque chose. Ça remonte. Un gamin avait disparu par là, un véritable génie. Sa mère était persuadée que le vieux boucher y était pour quelque chose, mais l'affaire avait été classée. Sur un coup de tête, McCallum se leva et se rendit au centre des archives. 25 minutes plus tard, il revenait, dépoussiérant un dossier mince et jauni. Sur la couverture, 2 mots, Sinclair, Andre. Il l'ouvrit et posa sur le bureau une photo scolaire granuleuse en noir et blanc de 1982. Peterson fixa l'adolescent souriant de 16 ans, puis le visage squelettique hanté du sous-sol. Les yeux étaient différents, l'un plein de vie, l'autre de terreur. Mais la structure du visage, sa forme, c'était la même. « C'est lui », murmura Peterson, « c'est Andre Sinclair. » Eleanor Sinclair reçut l'appel à l'usine textile. Une voix de détective, douce mais ferme, lui demanda de se rendre à l'hôpital. « Nous avons des nouvelles de votre fils, André », dit la voix. Pour la première fois en 11 ans, nouvelle ne fut pas suivie d'un « non ». Lorsqu'elle le vit sur son lit d'hôpital, elle étouffa un sanglot. La joie qui jaillit dans son cœur fut aussitôt tempérée par une douleur dévastatrice. Ce n'était pas le garçon qu'elle avait perdu, mais un étranger hanté aux yeux de son fils. Des yeux qui la regardaient sans une lueur de reconnaissance, seulement une peur animale. Lorsqu'elle tendit la main pour lui toucher la main, il sursauta violemment. Elle avait retrouvé son fils, mais lui ne se retrouvait pas. Les semaines qui suivirent furent une lente et cruelle initiation à la nature de son traumatisme. Une équipe de médecins et la psychiatre compatissante, le docteur Harry Storn, lui expliquèrent
Madame Sinclair, commença-t-il d'une voix douce, l'identité d'André a été systématiquement démantelée. C'est ce qu'on appelle un traumatisme idéologique, que l'on observe chez les rescapés de sectes ou les prisonniers de guerre de longue durée. Il a été déprogrammé de son être, André Sinclair. Notre mission est de l'aider à redécouvrir qui il est. La progression de son rétablissement se mesurait en étapes infinitésimales. Pendant le premier mois, il parla à peine. Il peinait aux gestes élémentaires de la personne. Faire un choix banal, manger ou s'habiller, déclencher des crises de panique. Il fallait qu'il réapprenne le monde, non pas en théorie, mais par ses textures, sa lumière, sa bienveillance. La première fois qu'il vit son reflet, il s'effondra en sanglots, incapable de faire le lien entre ce visage barbu et émacié et le garçon fragmenté de sa mémoire. Eleanor devint son encre patiente et constante. Elle s'asseyait à ses côtés des heures durant, lui lisant ses anciens livres de chimie à voix haute, espérant que la familiarité des mots provoquerait une résonance. Elle n'était plus seulement sa mère, mais la gardienne de son identité perdue. L'histoire se termine près d'un an après son sauvetage. André vit désormais avec Eleanor dans un petit bungalow en location, aux grandes fenêtres et à la lumière abondante. Il demeure réservé, mais la terreur dans ses yeux a commencé à s'estomper, remplacée par une confusion profonde et curieuse. Un chaud jour de printemps, Eleanor est au jardin avec lui. Elle tient une photo plastifiée d'un André écolier au sourire édenté, fier à la foire scientifique de CM2, posant à côté d'un volcan en papier mâché. « Tu étais si fier de ce volcan, » murmure-t-elle. « Je te l'ai raconté des dizaines de fois. Tu avais mis plus de vinaigre que quiconque pour que l'éruption soit plus spectaculaire. Quel bazar, mais tu adorais ça. » André prend la photo, la main tremblante. Il fixe le visage de ce petit garçon, un inconnu partageant son ADN, puis les tulipes épanouies dans le jardin. Il tend un doigt et effleure délicatement le pétale d'une tulipe jaune. Un mot, fragile chuchotement rauque, glisse de ses lèvres. Jaune, c'est un début. Eleanor a retrouvé son fils, sorti de sa tombe, mais elle sait qu'elle passera le reste de sa vie à pleurer le garçon brillant qu'il aurait dû être. La justice n'est pas la peine de prison à perpétuité infligée à Silas Croft, ce monstre désormais enfermé. La vraie justice, c'est cela. Le travail quotidien et silencieux, déchirant, pour aider son fils à réapprendre à vivre. Reconstruire une vie, non seulement à partir d'années volées, mais à partir d'une âme dérobée. Un souvenir, un mot, une couleur à la fois.